Bien. Alors, donc, avant de faire quoi que ce soit, donc, avant de nous intéresser à la partie utile, donc il est clair qu'il y a tout d'abord la première partie qui concerne la base de données. Alors, je suppose que nous avons MySQL qui est démarré, aussi Apache, ce qui va nous permettre donc à travers PHP de créer la base de données MySQL. S'il vous plaît. Attaquons. S'il vous plaît. Bien, alors donc on va créer une base de données qu'on va appeler DB MVC catalogue. Alors, dans un premier temps, donc cette base de données contient une table produit avec 4 colonnes. 4. Alors, les champs, il y a ID produit. On va le déclarer de type int. On va supposer que c'est la clé primaire. Auto-increment. Il y a le nom du produit. On va le déclarer de type varchar. La taille, le nombre de caractères 25. Le prix. On va le déclarer de type double. Je crois que c'est tout. Alors, sauvegarder, enregistrer. Alors, la base de données est créée. On va insérer quelques enregistrements pour test. Insérer. Alors, quelques données. Alors, j'ai inséré 2 enregistrements. Je vais ajouter encore 2 autres. Voilà. Alors, ça concerne la base de données. Donc, j'ai une table qui contient quelques enregistrements. Donc, ça concerne la base de données. Alors, maintenant, au niveau de l'application. Alors, tout d'abord, je suppose que je viens de démarrer Eclipse sur un nouveau workspace. Donc, il y a tout d'abord une configuration qui doit être effectuée. Alors, dans cette configuration, on aura besoin de spécifier le GDK et quelle version du serveur d'application. Alors, ici, donc, je vais supposer que je vais travailler avec Tomcat 7 et avec GDK 7. Et après, donc, on va vérifier donc, cette configuration. Dans Windows Préférences, Java, install GRE. Alors, en principe, on devrait trouver un GRE ou bien un GDK qui est déjà sélectionné par défaut. Sinon, Eclipse ne peut pas être lancé. Donc, généralement, Eclipse, il utilise un GRE par défaut ici. Donc, j'ai GRE7. Alors, pour s'assurer d'utiliser le même GDK qui a été installé, donc je peux ajouter un nouveau GDK. Alors, sachant que les GDK installés, vous les trouverez dans quel dossier? Dans Programme, Files. Dans la catégorie Java. Alors, on voit ici donc qu'il y a des versions. Il y a GDK 1.6 et 1.7. Donc, je vais sélectionner 1.7.
Alors ça c'est très important parce que déjà quand on travaille avec J2E, vous utilisez un GDK et vous aurez besoin de savoir quelle version que vous utilisez. Et après la même chose, quelle version du serveur d'application qu'on va utiliser. Alors c'est donc je viens de sélectionner GDK 1.7. Alors je ferai la même chose pour sélectionner le serveur. Alors quel serveur? On va utiliser Tomcat 7. Alors le GDK que je vais cocher cette fois-ci, c'est GDK 1.7, validé. Je reprends toujours dans la même config, dans la catégorie serveur, runtime environment, ajouter. Je vais utiliser donc dans la catégorie Apache, je vais prendre Tomcat 7. Alors sauf que j'ai besoin de spécifier le chemin, où trouver Tomcat. Alors Tomcat, c'est un serveur qui devrait être préalablement installé. Alors je l'ai dans le dossier outils, Apache Tomcat 7. Apache Tomcat 7. Voilà. Et le même, quand on démarre le serveur Apache Tomcat 7, alors ici donc le... c'est pas la bonne. En fait, il y en a plusieurs ici. C'est celle-là. Alors, le Tomcat lui-même, quand il démarre avec un GDK. Alors, vous voyez donc quel GDK qu'il va utiliser, c'est le GDK par défaut, ou tout simplement, explicitement, vous pouvez dire que, voilà, GDK 1.7. Alors là, ça veut dire que je maîtrise bien ma configuration. OK. Et après, par la suite, on va commencer à développer le projet. Alors, quel type de projet qu'on va créer? Alors, dans notre cas, on aura besoin cette fois-ci, comme c'est une application J2E, on va créer un projet web dynamique. Alors, pour créer un projet web dynamique, on va le trouver dans la catégorie web. Dynamic Web Project. Next. Le nom du projet, on va lui donner un nom quelconque. Et après, par la suite, on va spécifier quelques paramètres qui sont obligatoires. Alors, TP MVC. C'est très important. Quand je crée un projet va être déployé dans sur quel serveur? Alors, c'est donc le serveur Tomcat 7 qui a été créé. Sinon, c'est l'occasion d'ajouter une nouvelle configuration du serveur. Alors, quand on utilise Tomcat 7, la version de servlet, la version web du module web utilisée, c'est la version c'est-à-dire on peut utiliser la version 3.0. En fait, on va dire c'est la dernière version du module web J2E. Mais si vous travaillez par exemple avec Tomcat 6, vous pouvez aller jusqu'à la version 2.5. Donc, tout dépend de la version du serveur d'application. On a vu la dernière fois que la particularité de la version 3.0, c'est que pour déployer une servlette, on peut le faire de deux manières. Est-ce que vous vous rappelez? Soit dans un fichier XML, dans le fichier web.xml, pour déclarer une servlette, ou par les annotations. Alors, forcément, donc, si vous travaillez avec la version 3.0, je peux utiliser soit version XML, soit déploiement avec des annotations. Mais tout de même, quelle que soit la situation, on aura toujours besoin d'utiliser le fichier web.xml. Donc, c'est pour cela qu'on va cliquer sur le bouton Next. Next. Et après, vous lui demandez de générer le fichier web.xml. Alors, en tout cas, quand on travaille avec Tomcat 7, il ne va pas le générer par défaut. Mais du moment que on en aura besoin, donc on va lui demander de générer un exemple de fichier web.xml. Finish. Alors ça c'est le début. Configuration de l'environnement et après la création d'un projet web dynamique. Alors c'est quelque chose qui va se répéter à chaque fois que vous aurez besoin de créer des projets web J2E. Et après dans ce projet-là, on aura besoin de commencer à créer l'application. Et notre application, comme on la voit dans l'architecture, se compose de deux parties. Il y a la couche métier et la couche web. Alors tout d'abord, la couche métier, c'est la partie dans laquelle on va faire le mapping objet relationnel. Donc c'est des classes qu'on va créer comme on a l'habitude déjà de le faire. Donc on va dire même que la première partie, on l'a fait plusieurs fois. TP1, TP2, TP3. C'est pas l'accès aux bases de données, mapping objet relationnel. Cette partie-là, on l'a fait plusieurs fois en premier semestre. Je vais vous le rappeler rapidement. Alors, alors la machine, il est
trop lente. Elle est trop lente, il vit ses derniers jours. J'ai une nouvelle machine, je crois qu'elle n'est pas très contente. Pour cela, il est en train de ramer. Ça, c'est trop. Bien. Alors, donc, vous avez donc une fenêtre qui s'appelle Project Explorer qui vous donne un ensemble d'informations sur le projet. Mais également, il y a une fenêtre que vous utilisez déjà, c'est la fenêtre navigateur. Alors, la fenêtre navigateur, c'est une fenêtre qui nous montre la structure des dossiers du projet. Alors, on voit clairement que un projet web J2E se compose des parties suivantes. Il y a le dossier source, c'est là on va créer les classes. Et après, il y a le dossier web content. Alors, dans le dossier web content, qu'est-ce qu'on va trouver? Tout ce qui est le contenu web. C'est quoi le contenu web? C'est les pages HTML, c'est les pages JSP, c'est les feuilles de style CSS, c'est les images, donc tout ce qui concerne le contenu web. Mais tout ce qui concerne les classes, c'est-à-dire la couche métier, les traitements, généralement, c'est des classes qui vont être créées dans le dossier source. Et comme vous le remarquez, il y a aussi un dossier libre dans lequel on va copier les fichiers .jar. Et après, il y a le fichier web.xml qui est un fichier qui est très important pour notamment déployer les servlets. Alors, on commence par créer tout d'abord la classe produit. On va supposer que c'est ça le package métier. C'est pas lisible, n'est-ce pas? Alors, on va agrandir la taille des caractères. Préférence. Alors, les classes, la classe produit, c'est ce que nous appelons les entités. C'est les données manipulées. Donc, généralement, c'est des classes qui sont sérialisables. Généralement, c'est pas obligatoire ici, mais d'une manière générale, les entités, c'est des classes qui sont sérialisables. Donc, on aura besoin d'implémenter l'interface serializable, comme d'habitude. Alors, en fait, un produit, dans notre cas, est défini par ID produit qui est de type langue. Par exemple, on va l'appeler ID produit. Le nom du produit qui est de type string. Et après le prix qui est de type bob. Après le reste, on va générer les getters et setters source, générer les getters and setters. On aura également besoin de générer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Source générer constructor using fields. Un constructeur avec paramètres dans lequel je spécifie que le nom et le prix, parce que je suppose qu'il était produit les auto-increments. Et après un constructeur sans paramètres. Alors ça, c'est la classe produit. Alors après, comme on a déjà créé, souvent on aura besoin de créer une classe qui permet d'établir la connexion avec la base de données. Ce genre de classe, c'est ce que nous appelons, ce que nous avons appelé un singleton connection. Alors singleton connection, c'est une classe
qui va nous garantir qu'il y aura une seule connexion, quel que soit le nombre d'utilisateurs de l'application. Alors ce genre de classe, souvent on aura besoin de déclarer une variable qui est statique, qui est de type connection, du package java.sql, et qu'on va initialiser au chargement de la classe en mémoire dans le bloc statique. Alors généralement, pour établir la connexion, on aura besoin de charger le pilote JDBC avec la méthode forName. Et le pilote JDBC, c'est com.mysql.jdbc.driver. Alors on aura besoin de faire un try catch. Si le pilote JDBC n'existe pas, il faut prévoir l'exception. Et après, on aura besoin d'établir la connexion. Alors, établir la connexion, c'est connection égale, c'est la classe driver manager .get connection, et la connexion va être spécifiée avec l'URL GDBC mysql /localhost. Le port de MySQL, généralement c'est 3306. La base de données, on l'a appelée déjà DB MVC. Username et le mot de passe. Alors c'est ça le singleton, et après on aura besoin de faire un autre catch ou tout simplement utiliser catch exception, c'est-à-dire quelle que soit l'exception. Et après, comme la variable est privée, on va créer une méthode qui s'appelle getConnection. GetConnection. C'est ça le singleton, c'est une classe qu'on va souvent utiliser. Ensuite, on va créer la classe métier implémentation dans laquelle on va faire le traitement dont on aura besoin. Alors, généralement, avant de créer la classe métier implémentation, il faut généralement commencer par créer l'interface. Dans l'interface, qu'on déclare tout d'abord les méthodes et après, on va les implémenter. Alors, c'est toujours important de déclarer l'interface. Alors, c'est ce que je vais faire, parce qu'on a déjà l'habitude de le faire. Donc, je déclare une interface que je vais appeler i-métier. Par exemple, c'est la couche métier. Et métier catalogue. Dans laquelle je déclare les méthodes. Alors, j'ai besoin d'une méthode qui permet, dans notre cas, une méthode qui permet de retourner la liste des produits. Donc, la liste des produits, on va l'appeler getProduit par mot-clé. On va lui donner comme paramètre un mot-clé et il va retourner une liste. Si en plus vous avez besoin d'ajouter un produit, donc vous allez déclarer une méthode qu'on va appeler addProduit. Alors pour ajouter un produit, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Un produit P. Donc ça c'est l'interface. Mais généralement dans cette interface, on va également déclarer les méthodes qui permettent de supprimer un produit, d'éditer un produit, donc les autres qu'on peut créer par la suite. Alors ici, donc ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que la méthode getProduit par mot-clé. Alors, c'est pour cela que je vais créer une classe que je vais appeler métier implémentation. C'est une classe qui va implémenter cette interface. Alors, en fait, quand on implémente une interface, ça veut dire qu'on est obligé de redéfinir les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Alors, il y a deux méthodes, getProduit par mot-clé, ajouterProduit. Alors pour le moment, je vais implémenter que cette méthode, c'est celle qui nous intéresse, c'est là, donc je vous la laisserai par la suite. Alors ici donc, généralement, on a l'habitude pour faire le mapping objet relationnel de créer tout d'abord une liste de produits, qu'on va appeler produit égale new array list. Tout d'abord. Et après, on aura besoin de créer une connexion. Alors connection. Alors pour créer la connexion, on va appeler la classe singleton connection.getConnection. Et après, on aura besoin de créer l'objet prepared statement. PS égale à con.prepared statement. Et
on prépare la requête SQL qu'on va exécuter. Dans notre cas, c'est select étoile. Alors, étoile. From la table produit, where le nom du produit, like, point d'interrogation. Et après, on va remplacer le point d'interrogation par sa valeur. Alors, sauf que ici, donc, il y a l'exception. Il y a ici un try catch. Vous suivez bien? Jusque là. Try catch. Et après, on va remplacer le point d'interrogation par sa valeur de la manière suivante. Point set string 1, c'est-à-dire le premier point d'interrogation, on va le remplacer par le mot-clé qui va être précédé par un pourcentage avant et un pourcentage après. On exécute la requête. Si. Au lieu de faire point d'interrogation, tu peux faire plus, c'est ça? Tu peux le faire. Sauf que ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de paramètres, exactement. Quand il y a beaucoup de paramètres, vous trouvez beaucoup de code plus, et ça, c'est embêtant. Alors que si vous avez beaucoup de paramètres, vous spécifiez les paramètres par la suite. Le premier, le deuxième, le troisième. Alors, on va récupérer un result set, un objet de type result set qu'on va appeler rs, égale à s.execute query. Et après, on fait le mapping objet relationnel avec while rs.next. C'est-à-dire pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un produit. Chaque enregistrement, on va le stocker dans un objet de type produit. On crée le produit et après, on va appeler les setters. Par exemple, id produit, c'est rs.getLong. La colonne s'appelle id produit. Et p.setNom produit, c'est rs.getString. La colonne s'appelle nom produit. Et après p.set prix rs.getDouble. La colonne s'appelle prix. Je prends la valeur d'une colonne, je la convertis en type et je la stocke dans la variable de l'objet correspondant, sans oublier d'ajouter le produit à la liste des produits avec la méthode add_p. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner la liste des produits. Voilà. Donc ça c'est du mapping objet relationnel classique. Alors, dans un premier temps, vous allez écrire des codes Java comme ça, mais quand vous allez travailler avec des frameworks, notamment Hibernate, vous allez voir que tout ce code-là, ça devient parfois une ligne, deux lignes de code, ça suffit pour faire cette opération-là. Mais c'est ça le mapping objet relationnel qui est fondamental dans les applications orientées objet. Alors maintenant, on va tester. Avant de passer à la couche web, on va tester si cette méthode est correcte. Soit disant, on va faire un test unitaire. Test métier avec la méthode main. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester la classe métier implémentation égale new métier implémentation. On récupère une liste de produits qu'on va appeler prod égale métier point get produit par mot-clé. Vous donnez un mot-clé par exemple H et on va vérifier si les produits sélectionnés sont les produits dont le nom contient le mot-clé H. Donc on va afficher p.getNom. Alors ça c'est un test classique, simple, une simple application Java, un Java application. Il faut s'attendre à une exception, laquelle? Rapidement. Quelle exception? Quelle exception? Bien le driver, exactement. Comme le pilote class not found exception. C'est que le pilote GDBC, il faut l'avoir. Alors, le pilote GDBC, c'est un fichier .jar que vous devrez avoir dans votre application. Alors, en fait, le pilote GDBC, on va le trouver
quelque part dans le... Alors, je crois que c'est pas ici. Ouais. Alors, j'ai un pilote JDBC, un fichier mysqlconnector.jar. En principe, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le trouver partout. Fast. Alors, on va le copier dans le dossier lib. En fait, le dossier lib, il est fait pour ça. On va tester. Et en principe, maintenant, il n'y a plus de problème de pilote JDBC, mais par contre, nous avons une erreur de SQL. Il vous dit que la base de données DB MVC. Alors justement, c'est cette base de données qu'on n'a pas créée, on l'a appelée autrement. Voilà, 4, tout à fait. Alors maintenant, il faut bien lire les exceptions, donc on peut retrouver facilement. Alors ça se passe au niveau du singleton. Voilà, DB MVC underscore 4. Enregistré. On teste à nouveau. Ça passe. Alors ça, c'est généralement quand vous avez la partie métier testée. Donc maintenant, vous êtes tranquille. On passe à la couche présentation. Alors en fait, la couche présentation, on l'a déjà faite avec Swing dans le premier semestre. Maintenant, on va faire une couche présentation utilisant notamment une application web. Alors pour cela, pour créer une application web, on aura besoin de respecter le modèle MVC. En fait, le modèle MVC, on oublie maintenant la couche métier, c'est fait. On crée tout d'abord le modèle. Alors le modèle, on va l'appeler produit modèle. On va le mettre dans le package web, c'est-à-dire c'est la couche web. En fait, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est une classe généralement, c'est un objet dans lequel on va stocker les données qu'on va saisir et les résultats qu'on va afficher. Alors c'est clair que ici, qu'est-ce qu'on va saisir comme données? Le mot-clé. On va déclarer une variable qu'on va appeler mot-clé. Et qu'est-ce qu'on va afficher comme résultat? Une liste de produits. Produits. On peut l'initialiser avec new array list, ce qui n'est pas obligatoire. Et après le reste, c'est les getters et setters. Alors c'est ça le modèle. En fait, le modèle, c'est juste une manière de créer un objet qui est capable de stocker toutes les données qu'on va saisir au niveau de la requête et après également les résultats qui vont être affichés. Alors maintenant, si on crée le modèle, on aura besoin de créer le contrôleur. Le contrôleur, c'est une servlette maintenant. Alors comment créer une servlette? C'est une classe Java. On va l'appeler contrôleur servlette. En fait, une servlette, c'est une classe Java qui devrait hériter d'une classe spéciale qui s'appelle HTTP servlet. Ça, c'est la règle générale. Comment? Là, bien sûr. En fait, si vous voulez créer une servlette sans passer par une classe, vous mettez new, vous cherchez, vous trouverez ici servlet, il est là. New servlet. Mais si vous créez servlet, qu'est-ce que vous créez? Vous créez une classe qui hérite de la classe HTTP servlet et qui vous génère déjà du code qui est prêt à être utilisé. Mais c'est pas bien de commencer comme ça, hein, parce que si vous commencez comme ça, c'est que vous aurez une confusion. Parfois, dans un premier temps, vous croyez que en fait une servlet c'est pas forcément une classe normale. Or que dans un premier temps, il faut savoir qu'une servlet c'est une simple classe Java. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Mais qui doit respecter un certain nombre de choses. Tout d'abord, il doit hériter de la classe HTTP servlet. Deuxièmement, on devrait trouver des méthodes qui déterminent ce qu'on appelle le cycle de vie. Alors, le cycle de vie d'une servlet est défini par la méthode init. Alors, vous voyez, donc je n'ai même pas besoin de l'écrire. Généralement, contrôle espace, on redéfinit la méthode init. C'est pour l'initialisation. Je peux définir la méthode doGet. Je redéfinis la méthode doGet.
Alors la méthode de get, si vous voyez bien, c'est une méthode qui reçoit deux paramètres. Le premier, c'est HTTP Servlet Request. Alors généralement, ce paramètre, on l'appelle request. C'est un objet avec lequel on peut lire les données de la requête. C'est avec request qu'on va lire les données. Et si vous voulez envoyer la réponse HTTP, on utilise l'objet response. Alors ça, c'est la signature de la méthode do get. En fait, la méthode do get, c'est la méthode qui va s'exécuter quand on envoie une requête avec get. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que la première requête que vous envoyez vers un serveur web, c'est une requête avec quelle méthode? Il faut être clair, hein? C'est pas get post. Quelle est la première requête qu'on envoie à un site web? La première chose, vous tapez l'adresse, n'est-ce pas? Et quand vous tapez l'adresse du site, vous envoyez une requête avec get. Donc la première requête qu'on envoie à une application, c'est une requête qui est envoyée avec get. Quand vous cliquez sur le lien hypertexte, vous envoyez une requête avec get. Et si vous cliquez sur un bouton submit dans un formulaire, généralement c'est post, généralement. Mais ça peut être également get, n'est-ce pas? Alors ce qui fait que généralement un contrôleur, il doit définir souvent toujours la méthode de get. Et également, il doit définir, dans notre cas ici, on aura besoin de définir la méthode de post. Alors si vous voulez, dans un premier temps, on va même supprimer de get parce qu'on n'en a pas besoin, mais en réalité, on a besoin de la méthode de post. Parce que ici, donc, on va donner une réponse à un formulaire, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je dois faire? Alors la méthode, je vais l'appeler do post. Bien. Alors pour la méthode donc ici, toujours la même chose. Les paramètres, c'est request et response. Alors maintenant, ça veut dire quoi? La méthode de post. La méthode de post, ça veut dire tout simplement, c'est quand je clique sur le bouton OK. Donc quand je clique sur le bouton OK, j'ai besoin de lire les données de la requête, j'ai besoin de faire appel à la couche métier, j'ai besoin de récupérer les résultats et de stocker les résultats dans le modèle. Donc c'est ça le rôle d'un contrôleur. Alors c'est pour cela que généralement au niveau du contrôleur, on aura besoin de déclarer une variable qui va être liée à la couche métier. Donc j'ai besoin de la couche métier, j'ai besoin de déclarer une variable de type métier implémentation. Alors en fait c'est une variable, généralement on peut utiliser la classe i métier catalogue implémentation. On peut l'appeler métier. Ça peut être directement la classe, mais en principe quand on utilise l'interface, c'est une manière de faire ce qu'on appelle un couplage faible. C'est-à-dire que être lié à une interface, c'est toujours mieux que d'être lié à une classe. Alors, quoique ici, on sera obligé dans un premier temps de créer une instance. Alors, quand est-ce que je vais instancier la couche métier? Le moment idéal, c'est d'utiliser la méthode init. Alors, dans la méthode init, je vais créer new métier implémentation. Alors, ça veut dire quoi? Au démarrage de mon serveur, c'est la méthode init qui va s'exécuter. Et si la méthode init s'exécute, je crée déjà une instance de la couche métier. Ça veut dire que la couche métier est instanciée une seule fois. Pourquoi? Parce que si on instancie la couche métier dans la méthode de poste, à chaque fois, je vais instancier, donc je vais créer beaucoup d'objets. Et généralement, pour la mémoire, c'est pas bien. Alors maintenant, comment lire les données de la requête? Pour lire les données de la requête, on utilise par exemple, je vais lire maintenant le mot clé, qui va être saisi dans la zone de texte. Je vais définir une variable MC, c'est-à-dire mon clé, égale, c'est request, la méthode s'appelle getParameter. Comment s'appelle le paramètre? C'est mon... Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, quand je clique sur le bouton OK, qu'est-ce que j'envoie? Je fais appel au contrôleur et je lui envoie comme paramètre mon clé égale à H. Alors, bien sûr, donc, ici, donc, je vais lire la valeur qui est ici dans la zone de texte. Avec PHP, vous utilisez $get ou bien $_post en fonction. Alors, dans notre cas, c'est post. Alors, de toute façon, dans une servlette, que ce soit get ou bien post, on utilise toujours l'objet request. Request.getParameter. Donc, il va récupérer
les données saisies dans les données applications. Alors, on a dit que le modèle, c'est quoi le rôle du modèle? C'est de stocker les données qu'on va saisir et les résultats qu'on va afficher. Alors, il dit que donc le contrôleur a besoin tout d'abord de créer le modèle. Alors, nous avons le modèle, c'est une classe que nous avons appelée produit modèle égale new produit modèle. Ensuite, le modèle, il va être utilisé pour stocker les données de la requête. Donc, c'est-à-dire le modèle, il contient le mot clé, MC. Ça veut dire que la donnée qui a été saisie, où est-ce qu'elle est stockée finalement? C'est dans le modèle. C'est ce que je représente là. La donnée que je vais saisir dans la zone de texte, je l'envoie. C'est qui va la récupérer? C'est le contrôleur. Où est-ce qu'il va la stocker? Dans le modèle. Alors ça, c'est des automatismes qu'on fait maintenant. Et après, vous allez voir quand vous utilisez des frameworks, c'est pas à vous de faire ça, c'est le framework qui fait ça. C'est lui qui va s'occuper de lire les données de la requête et de les stocker directement dans le modèle. Mais ici, donc, nous sommes en train de vous montrer comment le faire directement. Ensuite, on fait appel à la couche métier. La couche métier, qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat? Une liste de produits. Une liste de produits. Prod égale métier.get produit par mot-clé. On va donner le mot clé qui a été saisi et on récupère la liste. Cette liste-là, où est-ce qu'on va la stocker? C'est dans le modèle. Parce qu'en fait, le résultat, il faut également le stocker dans le modèle. C'est-à-dire mode.set. Je sais que dans le modèle, j'ai une liste de produits. Vous voyez donc le contrôleur lire les données de la requête, créer une instance du modèle, stocker les données de la requête dans le modèle, récupérer le résultat, faire appel à la couche mythique pour récupérer les résultats, stocker le résultat dans le modèle. Après, qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut afficher. Alors, ce n'est pas le contrôleur qui va afficher, c'est la vue. Alors, c'est pour cela qu'on aura besoin de faire ce qu'on appelle un forward. En fait, le forward, pour le faire, on utilise l'objet request.getRequestDispatcher et on appelle la vue, on va l'appeler produit view.jsp et on appelle une méthode qui s'appelle forward. En fait, la méthode forward, il a besoin de deux paramètres. Le premier, c'est l'objet request et le deuxième, c'est l'objet response. Ça veut dire qu'en fait, la vue, quand on appelle la vue, on va lui transmettre les objets request et response. Ça veut dire que la vue, il ne connaît que l'objet request et response. Alors, or, la vue, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? La vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher les résultats. Mais ces résultats-là, il va les afficher à partir de quoi? À partir du modèle. C'est-à-dire que la vue, il a besoin de récupérer le modèle. Mais ce modèle-là, où est-ce qu'on va le stocker? Alors, généralement, le modèle, on va le stocker dans l'objet request. C'est-à-dire que du moment que c'est l'objet request que je transmets comme paramètre à la vue, donc j'ai besoin de stocker le modèle dans l'objet request de la manière suivante. En écrivant request, on va ajouter une variable dans l'objet request qu'on va appeler setAttribute. La variable, on va l'appeler modèle. Je peux l'appeler comme je veux. Et c'est quoi l'objet? Il s'appelle mode. Mode, ça représente l'objet modèle. Alors maintenant, la page JSP, la seule chose dont il aura besoin, c'est de savoir comment s'appelle le modèle. Et nous, on lui a donné comme nom modèle. Puisqu'on l'a stocké, on l'a stocké dans l'objet request. Alors c'est ça la tâche d'un contrôleur, une servlette. Mais une servlette, si vous la créez, il faut la déployer. Alors ça veut dire quoi déployer une servlette? Une servlette qui n'est pas déclarée dans le fichier web.xml ne sera jamais reconnue par Tomcat. Ou bien, il faut utiliser les annotations. Alors je vais vous rappeler les deux techniques. Alors une servlette créée, pour la déployer, en principe, dans la majorité des cas, on utilise le fichier
Le fichier web.xml, c'est ce que nous appelons le descripteur de déploiement de servlet. C'est le fichier dans lequel on va décrire comment la servlette va être appelée par Tomcat d'un côté et par le navigateur d'un autre côté. Alors voilà le fichier XML. Alors il contient déjà des déclarations que je peux supprimer. Vous pouvez déjà comprendre quelque chose comme Welcome File List. Alors vous savez que quand vous appelez un site, quand vous envoyez une requête, un site, si vous ne spécifiez pas le nom de la page que vous voulez, il y a toujours une page par défaut. Généralement, les pages par défaut sont nommées index.html, index.php, index.jsp. En principe, c'est à vous de savoir comment vous voulez appeler, c'est-à-dire l'action principale. Alors ici, donc, ce n'est pas notre problème, on va effacer tout ça. L'essentiel, c'est pour moi, le fichier web.xml, c'est un fichier qui doit exister dans un projet web. Alors maintenant, comment déployer une servlette? Pour déployer une servlette, on fait les déclarations suivantes. On déclare une servlette, une balise, un élément servlette. Entre servlette et slash servlette, on va trouver servlet name. Le nom, c'est pas ça, c'est pas le rôle. Servlet name. On va l'appeler par exemple CS, un nom quelconque. Servlet class. Mais la classe, il faut savoir comment s'appelle la classe. La classe s'appelle contrôleur servlet. Il se trouve dans quel package? Web. C'est-à-dire contrôleur, plutôt servlet class, il faut spécifier le nom de la classe. Or, notre servlet s'appelle contrôleur servlet, il se trouve dans le package web. Est-ce qu'il est bien écrit? Oui. Alors, si vous déclarez la servlette comme ça veut dire que Tomcat, quand il va démarrer, il sait qu'il y a une servlette dans votre projet. Il va l'instancier, il va la charger en mémoire. Mais s'il n'est pas déclaré, même si vous l'avez créé, donc il ne va pas la reconnaître. Alors maintenant, ce qui reste, quel est l'URL qu'on va utiliser pour appeler la servlette? Alors généralement, on utilise l'élément servlet mapping. Et dans servlet mapping, il y a deux éléments. Il y a servlet name, c'est toujours CS, c'est le même nom de la servlette. Et après, URL pattern. En fait, URL pattern, ça veut dire quoi? Quelles sont les différentes URL qu'on peut utiliser pour accéder à cette servlette? Par exemple, si vous mettez étoile.do. Étoile.do, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Tomcat toutes les URL, toute requête, toute URL qui se termine par .do, il va l'envoyer à CS. Et c'est quoi CS? C'est contrôleur. Donc vous voyez donc une servlette, on va pas l'appeler par le nom de la classe, ça n'a pas de sens. Il faut l'appeler par une URL qui lui est associée. Alors où est-ce qu'on spécifie la correspondance entre la servlette et l'URL? C'est dans le fichier web.xml. Alors généralement, on peut parfois s'amuser à écrire des choses comme étoile.php. Alors si vous mettez étoile.php, ça veut dire quoi? Vous écrivez n'importe quoi .php, ben, c'est qui va être appelé? C'est le contrôleur. Alors souvent on fait ça, par exemple, si vous développez une application avec J2E, alors que l'utilisateur de votre application, il va voir que dans l'URL, il va voir que des liens qui se terminent par .php. Alors on peut croire que l'application est développée avec PHP, or elle est développée avec J2E. Donc vous voyez bien, ça ne veut pas dire que quand vous regardez dans l'URL, vous trouvez .php, comme quoi l'application est développée avec PHP. Tout se passe au niveau de la configuration. Donc c'est à moi de dire, je voudrais que toutes les URL se terminent par tel. Alors c'est une manière de masquer également la technologie. Alors ici donc je garde par exemple étoile.php ou bien étoile.do, ou tout simplement on écrit généralement carrément slash étoile. Alors slash étoile, c'est-à-dire toutes les URL. Alors ça c'est une manière de dire que toutes les URL passent par le contrôleur. Parce que quand on respecte le modèle MVC, ça veut dire que toutes les requêtes passent tout d'abord par le contrôleur. C'est le contrôleur qui va se charger de dire quelle est la vue qui va être affichée. Alors, en tout cas, ici, donc, je vais garder étoile. Allez, .php. On va changer un peu. Alors, ici, donc, on a créé la servlette. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous faut la page JSP. Alors, pour terminer, donc, la page JSP, on va créer dans le dossier web content une page JSP. JSP file. En fait, les pages JSP, c'est comme les pages HTML. On va l'appeler produit
view.jsp. Alors la dernière fois, donc, je vous ai montré comment créer les pages JSP. En fait, dans les pages JSP, il y a deux manières de travailler. Soit vous travaillez avec JSP standard, ou bien vous travaillez avec ce qu'on appelle les tags lib JSP, les bibliothèques de tags JSP. Alors, dans la majorité des cas, vous allez utiliser des tags lib JSP. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de faciliter la création des pages JSP. Alors, parmi les tags lib utilisés, il y a ce qu'on appelle les expressions GSTL. En fait, les tags GSTL, si vous voulez les utiliser, vous aurez besoin de déclarer la bibliothèque de la manière suivante. Inférieur pourcentage, tag lib. Alors, vous déclarez une bibliothèque dans l'IURI. Alors, généralement, http://. Alors, en fait, les tags lib JSP, c'est des tags lib standards que vous devrez avoir dans votre projet. Ils ne font pas partie de J2E, ils ne sont pas installés automatiquement dans votre projet, mais si vous voulez les chercher, vous allez les trouver dans le serveur Tomcat. Alors si je cherche le dossier où le dossier Tomcat est installé, outils, Apache Tomcat, alors on va chercher un fichier qui s'appelle GSTL. En fait, c'est des fichiers .jar. GSTL.jar, c'est des fichiers qui se trouvent dans standard.jar. Alors, c'est des fichiers que vous allez trouver ici, donc dans le dossier Apache, donc Apache Web Apps, exemple Web 1 Flip. Apache Web App, exemple Web 1 Flip. Vous voyez donc il y a deux fichiers .jar. En fait, ces deux fichiers .jar, en fait, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Parce que il y a d'autres moyens dans le JSP qui vous permettent de créer bien donc, la page JSP. Mais si vous voulez utiliser les expressions GSTL, on va les copier, ces deux fichiers-là, et on va les copier dans quel dossier? Lib. Alors le fait d'avoir ces deux fichiers GSTL.jar et standard.jar, ça veut dire que vous pouvez utiliser une bibliothèque de JSP qui fait partie de Tomcat, qui s'appelle les bibliothèques GSTL. Alors on va les déclarer maintenant. Donc IURI, contrôle espace. Alors vous allez trouver GSTL, JSP GSTL core. JSP GSTL core. Donc c'est ça l'URL de la bibliothèque. Et après on va lui donner un préfixe. Alors le préfixe, par exemple, on va l'appeler C. Alors jusque-là, je n'ai pas fait grand-chose. Tout ce que je viens de faire, c'est que je viens de déclarer une librairie, une bibliothèque GSTL qui va me permettre de créer ces pages JSP. Alors maintenant, je passe directement à la page, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher un formulaire. Alors, comment afficher un formulaire? Créer un formulaire en HTML, c'est form, méthode. On va utiliser post. Et action, qu'est-ce qu'on va mettre?
Quand je clique sur le bouton, je vais appeler quoi? Je vais appeler le contrôleur. Et pour appeler le contrôleur, on vient de dire que pour appeler le contrôleur, voilà, il faut écrire quelque chose. Alors par exemple, ici, je peux l'appeler contrôleur.php. Alors peu importe, ça peut être x.php, peu importe. Ici, en principe, c'est le contrôleur qui va être appelé. Je sais que quand j'envoie une requête qui se termine par .php, c'est la servlette qui va répondre. Alors maintenant, on va créer une zone de texte avec input type égale texte, name, le nom, comment on va l'appeler? Mot-clé. Je sais que ici, j'ai déjà utilisé ce nom au niveau de la page disque, au niveau de la servlette. Et après, j'ai besoin d'un bouton submit. Input type égale submit. Value. OK. Et après, j'ai besoin d'afficher un tableau. Qu'est-ce qu'il a la zone de texte? Alors ici, donc, c'est le mot-clé, si vous voulez le texte. Bien. C'est bon? Alors maintenant, on va afficher un tableau. Pour afficher un tableau, on va utiliser table, la bordure, border, par exemple, égale à 1, la largeur, 8, égale 80%. L'entête du tableau, c'est avec TR. Tout d'abord, une ligne. Et dans TR, les entêtes, généralement, on utilise quelle balise? Vous suivez? C'est TH. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? ID produit. Le nom du produit. Et après, le prix. Et après, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Il me faut une boucle. Maintenant, j'ai besoin d'afficher tous les clients. Comment? Alors, en fait, il y a deux manières de travailler. Soit vous utilisez ce qu'on appelle les scriptlets. Alors, dans le JSP, les scriptlets, c'est ce qui est compris entre inférieur pourcentage et pourcentage supérieur. C'est du code Java. Alors, tout ce qui se trouve entre les balises inférieur pourcentage et pourcentage supérieur est considéré comme étant du code Java. Ça veut dire que ici, vous allez utiliser, donc, vous allez récupérer. Avec ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer le modèle. Vous allez récupérer la liste et vous faites la boucle et vous commencez à afficher, n'est-ce pas? Alors ça, c'est les scriptlets. Alors, les scriptlets, donc, on a déjà montré la dernière fois la solution. Dans votre document, vous trouverez la version scriptlée. Ou bien, ici, on n'a pas besoin d'écrire les scriptlets. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé une bibliothèque de tag lib.jsp qui s'appelle GSTL. Alors, on ne va pas utiliser ça, mais il y a une librairie qui permet de faciliter le travail. Alors, pour utiliser cette librairie, voilà la manière avec laquelle on peut faire le travail. Si vous voulez faire une boucle, vous utilisez C, for each. C'est quoi C? Regardez. Le préfixe. Hein? C'est pas le C que tu connais. C'est le préfixe. C'est le préfixe. Alors ça veut dire quoi? Vous déclarez dans JSP, vous déclarez ce qu'on appelle les tags lib JSP. Chaque tag lib, vous lui donnez un préfixe. Vous pouvez l'appeler par exemple X, Y, c'est pas un problème. Alors si vous l'appelez X, ça veut dire qu'à chaque fois que vous écrivez X de point, c'est que vous êtes en train d'appeler une action qui fait partie de cette bibliothèque. Alors généralement, comme GSTL Core, dans le standard, le préfixe, on l'appelle C. Donc c'est-à-dire ici, vous avez C for each. For each quoi? Je vais parcourir items. Alors qu'est-ce que je vais parcourir? La liste des produits. Mais où se trouve la liste des produits? Il se trouve dans le modèle. Comment s'appelle le modèle? Alors on revient vers le contrôleur. Comment on a appelé le modèle?
On a stocké le modèle dans l'objet request avec quel nom? Avec le nom modèle. Alors si vous voulez le récupérer avec GSTL, c'est très simple. Il suffit d'écrire $ expression. $ et les accolades. Alors si vous mettez modèle, point. Alors modèle c'est quoi? Si vous écrivez modèle, ça veut dire automatiquement il va chercher dans l'objet request un objet qui s'appelle modèle. Mais je sais que modèle, il représente quelle classe? Modèle, c'est une instance de quelle classe? Donc de la classe produit modèle. Est-ce que vous voyez ce qui est sur le tableau? C'est quoi ça? Modèle, produit modèle. Qu'est-ce qu'il contient, produit modèle? Il contient deux attributs. Mot-clé, il contient. Donc si je veux la liste des produits, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire tout simplement ces modèles, point, produit. Donc c'est-à-dire je vais parcourir la liste produit qui se trouve dans le modèle. Et après, pour chaque produit, je vais lui donner comme nom de variable, par exemple P. Alors ça veut dire quoi ça? Pour chaque produit P de la liste produit. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher une ligne. TR. Et dans TR, je vais mettre plusieurs TD ou bien TH, TD. Et dans TD, qu'est-ce que je vais afficher? C'est $. Alors justement, pour afficher, en principe, il existe deux moyens. Soit vous mettez inférieur pourcentage, ça c'est des codes Java. Vous écrivez out.print, ln, et vous écrivez ce que vous voulez afficher. Donc ça c'est ce qu'on appelle les scriptlets. Ou tout simplement, on utilise inférieur pourcentage égal, l'expression. N'est-ce pas? C'est faisable. Ou tout simplement ici, on n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que je vais utiliser les expressions GSTL. Et les expressions GSTL, il suffit d'écrire $, automatiquement, il sait très bien qu'il s'agit d'une expression. Et après, vous mettez accolade. Qu'est-ce qu'on va afficher maintenant? P. P c'est quoi? Le produit. Mais ce qui m'intéresse dans P, c'est ID. Donc je vais écrire point ID. Donc je suis en train d'afficher ID produit de P. Je fais la même chose pour le nom du produit. Je fais la même chose pour le prix. Alors en fait, est-ce que vous voyez dans cette page JSP du code Java? Non. Alors en fait, le code Java, il est remplacé par ces expressions GSTL. Alors en fait, les expressions GSTL, ils sont faites c'est pour ne plus écrire le code Java dans les pages JSP. Pourquoi? Parce que généralement, dans les pages JSP, c'est les web designers qui s'en occupent. Et un web designer, généralement, il n'est pas forcément un connaisseur de la programmation, par exemple Java. Et du coup, il y a un moyen qui est beaucoup plus simple, c'est d'utiliser les expressions GSTL. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on a pratiquement terminé. Regardez la vue, c'est très simple. Nous avons des codes il y a des codes qui vont s'exécuter côté serveur. C'est tout ce qui est lié aux expressions GSTL. Et après, il y a des codes qui vont être envoyés au client, c'est des codes HTML. Alors, on va essayer donc d'enregistrer. On démarre le serveur et on teste. Alors, ce PC-là, il est en train de ramer. Alors, maintenant, je vais démarrer le serveur. Pour démarrer le serveur, vous avez dans l'onglet Servers, on aura besoin de créer une instance du serveur à démarrer. Le serveur, c'est Tomcat.
fait partie de la catégorie Apache. Tomcat 7. Next. Finish. Alors bien sûr, si vous voulez démarrer maintenant Tomcat, il suffit de faire appel à Start. Donc à partir de Eclipse, vous démarrez Tomcat pour tester. Mais avant de démarrer Tomcat, il faut déployer le projet. Alors pour déployer le projet, vous utilisez Add Remove. Alors le seul projet qu'on va déployer, c'est ce projet-là. Finish. Et vous démarrez. Start. Alors en fait, Tomcat, quand il démarre, il va afficher quelques informations, quelques messages au niveau de la console. Et on voit clairement que Tomcat, il utilise quel port? Le port 8080. Alors pour tester l'application, j'ai besoin de lancer le navigateur. Alors qu'est-ce que je dois saisir comme adresse? HTTP, la machine, c'est localhost, le port 8080, slash le projet. Comment s'appelle le projet? Je sais pas. C'est TP MVC, slash, qu'est-ce que je veux? Alors en principe ici, si j'écris quelque chose pour PHP, il va appeler le contrôleur. Mais quand j'envoie la requête qui va être envoyée comme ça, c'est une requête avec get. Or, est-ce qu'on a défini la méthode de get dans le contrôleur? Non. Donc il va le dire, la méthode de get n'est pas supportée par le contrôleur. On va le faire tout à l'heure. Mais ici, donc, ce que je peux faire, je vais appeler la page JSP directement. Alors pour appeler la page JSP, il suffit d'écrire produit, je crois comme ça, view.jsp. Alors en principe, la page JSP, on peut l'appeler directement. Alors la page JSP, il est appelé, il est généré côté client. Et après, ce qui nous permet de saisir, et comme maintenant je saisis des données, par exemple H, qu'est-ce qui se passe? J'envoie une requête vers qui? Regardez. Contrôleur. Donc le contrôleur, il récupère les données, il fait appel à la couche métier, il récupère le résultat, et après il affiche le résultat. Alors la seule chose qui reste pour que cette application soit fonctionnelle, c'est que ça serait bien d'afficher, par exemple ici je suis en train de chercher avec H, ça serait bien de garder le mot-clé qui a été saisi. Alors pour faire cette opération, il suffit de revenir à la vue. Et dans la zone de texte que nous avons créée, il est là, mot-clé. On va ajouter quoi? Comment afficher une valeur par défaut dans une zone de texte? Value. Alors value, où est-ce qu'on va trouver cette valeur? C'est la même chose, on va écrire $. J'ouvre la collade. C'est pas pay, c'est le modèle. Je sais que les données saisies par l'utilisateur se trouvent dans le modèle. Comment s'appelle la variable qui contient la donnée? C'est le mot clé. Ça veut dire quoi? La zone de texte, c'est quoi sa valeur? C'est la valeur qui a été saisie précédemment. Et la valeur qui a été saisie précédemment, où est-ce qu'il se trouve? Donc on a bien. Ici, nous sommes en train de faire le travail. Là, c'est modèle. شنو هو modèle? هو modèle هو produit modèle. Regarde, produit modèle fait directement l'attribut mot. Donc j'accède au mot-clé. Tout à l'heure, on a accédé à produit. C'est la liste des produits. Donc pour moi, les données saisies, c'est le mot-clé. Alors ce qui me permet de garder cette donnée. Alors ici, donc je vais l'afficher à nouveau. Alors on va saisir le mot-clé H. Alors ici, donc c'est une application web très simple, mais qui a été créée dans laquelle on a respecté les règles qu'il faut respecter. Finalement, séparer la logique MIDI de la logique présentation. Et dans la logique présentation, on a respecté le modèle MVC. Il y a la base. Alors maintenant, on va enregistrer ça.